Eh bien, hop, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la conférence axée cybersécurité, dans laquelle je vais vous parler de comment protéger vos données pour viabiliser votre activité. Alors, petite présentation. Du coup, alors, je suis Mathieu Rutic, consultant auditeur en cybersécurité chez Expert Intrusion, qui est mon entreprise basée en Guadeloupe. Et je suis spécialisé en cybersécurité offensive. Alors, qu'est-ce que c'est la cybersécurité offensive? Ça va être le fait de tester la sécurité d'une entreprise, d'un système d'information, en se mettant dans la peau d'un pirate informatique pour tester du coup la sécurité, voir s'il y a des failles de sécurité sur le système ou sur le site internet. Donc, c'est vraiment pas une approche passive, mais plutôt active. Je suis un ancien développeur Java, reconverti du coup dans la cybersécurité. C'est ça, exactement. Et j'ai récemment remporté le concours de hacking qui s'est déroulé en Guadeloupe fin novembre, le concours Hacking Paradise, qui a été organisé par l'Agence caribéenne de la cybersécurité. Petit mot du coup sur l'entreprise dont je suis le gérant. J'accompagne les entrepreneurs du coup à la sécurisation de leur système d'information au travers d'audits de sécurité et aussi au travers d'un accompagnement sur la mise en place de stratégies de sécurité. Donc les audits de sécurité, j'en propose deux, c'est l'audit de vulnérabilité et les tests d'intrusion. On aura le temps d'en discuter après pour voir la différence. Et la mise en place de stratégies de sécurité, ça va être le fait d'établir une politique de sécurité, comment intégrer la sécurité dans les projets informatiques et aussi la rédaction de plans continuité d'activité et de reprise d'activité. Ça aussi, j'en parlerai après dans la présentation. Du coup, au sommaire, on va faire un petit tour rapide de l'état de la menace, dont vous savez qui est très active en ce moment, avec toutes les cyberattaques qu'on entend. Je répondrai aux trois questions suivantes. Comment protéger ses données, son site et ses serveurs. Petit gif très sympa. Alors du coup, ce qu'on constate, c'est que la menace est en constante augmentation. De plus en plus de cyberattaques dans le monde, en fait, qui arrivent depuis notamment depuis le Covid, mais aussi la guerre en Ukraine qui a augmenté le nombre de cyberattaques, mais pas que. Ces cyberattaques intervenaient depuis déjà très longtemps, mais étaient moins spectaculaires et médiatisées. Elles touchent les entreprises de toutes les tailles, donc il ne faut pas se dire que comme on est petit ou qu'on est sur des îles, on n'est pas du tout concerné par la menace. Au contraire, Internet, c'est mondial, tout le monde est connecté. Il y a des robots qui scannent Internet tous les jours pour vérifier les vulnérabilités de sites au hasard. Donc, tout le monde peut se faire avoir et tout le monde se fait avoir. Donc, la plupart du temps, ce qui est médiatisé, c'est les grosses entreprises, mais les petites aussi se font pirater, les TPE, les startups, etc. Ici en Guadeloupe, du coup, comme vous pouvez voir, la région, je pense que vous avez déjà entendu ça, la région Guadeloupe a été ciblée par une cyberattaque l'année dernière, fin d'année dernière. Le CHU de la Réunion s'est fait aussi attaquer, donc vraiment, même si ce sont des structures qui sont sur des îles, on est quand même concerné par cette menace. Aujourd'hui, on ne dit plus quand est-ce que je vais me faire attaquer. On se dit, non, c'est plutôt, on se dit plus est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. Donc, c'est vraiment sûr et certain, un jour, vous allez vous faire attaquer ou vous êtes déjà en train de vous faire attaquer, sans dommage, mais c'est le cas en tout cas. En termes de motivation, pourquoi les hackers font ça? Généralement, c'est pour les gains financiers. Ça paye très bien, surtout maintenant avec le déploiement des rançongiciels, avec la vente de données aussi, données personnelles, que ce soit les cartes bancaires ou les données, les cartes d'identité, les passeports. Il y a des tarifs différents si c'est un passeport français
un passeport chinois ou américain, peu importe, il y a vraiment un business qui se fait sur le dark web. Mais il n'y a pas que ça. Le gain financier, c'est la première motivation, mais il y en a d'autres. Ça peut être du sabotage, ça peut être de l'espionnage aussi, si vous avez des brevets, une solution que vous avez mise en place. Ça peut être aussi du militantisme politique, etc. Ou juste très créatif. Il y en a certains malins qui font des piratages juste pour s'amuser. Donc, ça peut arriver. Les risques, du coup, pour l'entreprise sont énormes, notamment les risques financiers. Euh, S'ils se font attaquer avec une demande de rançon, bah, ça va piquer. Généralement, les rançons sont adaptées en fonction de euh, la cible touchée. Donc, pour une TPE, on ne va pas lui demander 1 million de dollars. On va lui demander, par exemple, 8 000 euros, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment, ça peut faire mal, ça fait très mal. Il faut savoir qu'une cyberattaque aussi, c'est votre responsabilité de sécuriser vos systèmes. Vous pouvez avoir une amende pour non-respect du RGPD si vous stockez des données et qui n'ont pas été sécurisées. Vous pouvez aussi perdre la confiance auprès de vos fournisseurs ou de vos clients. Donc, tout ça, ça peut derrière vraiment remettre en question la viabilité de votre structure. On remarque là depuis ces dernières années une vraie économie de la cybercriminalité avec différents groupes en fait. Donc on va trouver par exemple des groupes qui développent des programmes malveillants, d'autres qui proposent leurs services pour mettre en place des plateformes de rançongiciel, donc ce qu'on appelle les ransomware as a service. Voilà, ils ont une plateforme, ils vous proposent d'acheter leur rançongiciel. Donc c'est accessible à tout le monde, hein. Ça peut être vous ou moi ou un groupe cybercriminel ou un stagiaire mécontent, par exemple. Il télécharge, il récupère le rançongiciel, il l'exécute du coup dans votre entreprise. Là, du coup, bah, toute la structure de l'entreprise est chiffrée avec une demande de rançon. Lorsque l'entreprise va payer la rançon au groupe de cybercriminalité qui est en charge de la plateforme de ransomware as a service, lorsqu'ils vont recevoir l'argent, ils vont prendre une commission et vous donner le reste au stagiaire, enfin, à la personne qui est au cybercriminel affilié, on appelle. Donc voilà, donc il y a vraiment une économie. Après, il y a des hébergeurs qui sont malhonnêtes, qui participent à tout ça. D'autres groupes cybercriminels qui sont spécialisés dans la vente de données, donc pour faciliter par exemple l'exploitation d'une entreprise. C'est ce qui a été le cas d'ailleurs pour Uber l'année dernière. Ils sont fait pirater parce qu'il y avait un jeune avait acheté des codes, des identifiants d'un prestataire qui travaille chez Uber. Donc pareil, ils ont une grosse stratégie de sécurité Uber et malgré ça, ils se sont fait pirater. Donc voilà, il y a plusieurs groupes qui sont liés les uns aux autres. Il y a aussi les intermédiaires financiers qui se chargent, eux, du blanchiment de l'argent. Alors du coup, la question, face à toutes ces menaces, on peut se dire comment on fait pour protéger ces données. La base, c'est vraiment adopter une politique de mot de passe forte. Il est vraiment déconseillé, alors ça peut paraître bizarre parce que les navigateurs proposent cette fonction de stockage d'identifiants dans le navigateur, mais c'est très déconseillé parce qu'aujourd'hui, si votre poste se fait compromettre, il existe des programmes pour récupérer ces identifiants directement. Donc, le mieux, c'est d'utiliser c'est pas le mieux, c'est ce qu'il faut faire, c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il en existe plusieurs, intégrés par exemple dans des solutions d'antivirus, ou quelques-uns qui sont affichés ici, donc Dashlane, Bitwarden ou KeePass. Ils sont d'ailleurs recommandés par l'ANSSI, donc par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, qui conseille d'utiliser un gestionnaire de mot de passe open source
et bah, gratuit ou pas, mais peu importe, en tout cas, qu'il y a une vraie responsabilité, un vrai regard et un respect sur les données de leurs clients. Donc, en utilisant un gestionnaire de mots de passe, on va pouvoir générer un mot de passe, forcément, le stocker dans un coffre-fort et utiliser après sur un site internet, sur les sites pour vous loguer, via une extension ou directement via le logiciel en copier-collant. Donc, très simple à mettre en place et ça vous permet du coup d'avoir des mots de passe robustes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un mot de passe par site. Il faut vraiment que les mots de passe soient uniques, qu'ils mesurent au moins 12 caractères, et encore, c'est vraiment le minimum, et qu'ils soient complexes. Donc, lorsqu'on rassemble tout ça, on voit que c'est très difficile de s'en souvenir, mais le but, c'est pas de s'en souvenir. Justement, il vaut mieux avoir un mot de passe dont on ne connaît pas du tout l'existence. C'est vraiment un bon signe pour la création d'un mot de passe. Par exemple, ici, précédente, on voit que générer un mot de passe de 32 caractères. Puis là, pour que quelqu'un le déchiffre, bon courage, hein. Bon courage, ça prend pas mal de temps. Et bien entendu, il faut proscrire l'utilisation d'informations personnelles dans les mots de passe. Donc, typiquement, une date de naissance ou un prénom, c'est pas du tout recommandé. L'ANSSI, du coup, a mis en place un guide de recommandations sur les mots de passe, qui est très intéressant, très bien réalisé. Vous pouvez jeter un œil dessus. Deuxième chose, si les sites que vous utilisez permettent d'activer l'authentification multifacteur, il faut le faire. C'est vraiment recommandé, ça va ajouter une protection supplémentaire en plus de votre mot de passe. Vous allez par exemple recevoir un SMS, un code unique à remplir par SMS, ou une notification push, je ne sais pas si certains ont vu, mais comme ce qui est présenté ici pour Google, qui demande est-ce que c'est bien vous qui essayez de vous connecter au service. Ça évite du coup les attaques de vol de données. Si par exemple vos données ont été volées et que quelqu'un en dispose du coup, il y aura quand même cette notion d'authentification supplémentaire à résoudre. Si vous avez le choix, vaut mieux déconseiller éviter l'authentification via code unique par SMS et par email. C'est considéré comme des canaux de communication non fiables. Donc, si vous avez le choix, préférez plutôt l'utilisation d'une application OTP, donc One Time Password, l'empreinte digitale ou la reconnaissance du visage. C'est beaucoup plus sûr en termes de sécurité. Certains logiciels antivirus le permettent. On peut suivre si les mots de passe que l'on dispose ont été fuités ou si notre adresse mail a fuité aussi. Si vous n'avez pas cette solution, vous pouvez aussi vous abonner sur le site haveibeenpwned.com qui permet de renseigner son adresse mail. Donc ici, dans l'exemple, j'ai mis tess@gmail.com et ça m'informe du coup que cette adresse mail figure dans 373 leaks, enfin fuites de données, et ça me dit quelles données ont été compromises. Donc, par exemple, ici c'est un site de magasin indien. On voit que l'adresse email, les mots de passe, le numéro de téléphone, etc. ont fuité. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est gratuit, il me semble, pour l'abonnement. Vous allez faire un tour, vous verrez si ça vous convient, mais il y a certaines solutions antivirales qui permettent de le faire aussi. Bien entendu, toujours attention à l'hameçonnage qui fonctionne très 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 bien. Donc l'hameçonnage, ça peut se faire par mail, SMS ou par téléphone. Donc ici, par exemple, c'est un exemple d'SMS d'ailleurs que j'ai reçu dimanche dernier, qui m'a indiqué que j'avais une contravention. Voilà. Forcément, c'est totalement faux, mais il faut faire gaffe parce que ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs le premier vecteur d'attaque
pour, de compromission des entreprises, c'est par le hameçonnage, le phishing. Donc là, sur cybermalveillance.gouv.fr, ils ont pas mal de fiches de sécurité, de recommandations et de mémos, notamment une qui concerne l'hameçonnage et les bons réflexes à avoir et en cas de compromission ou en cas de réception de mails de ce type. Troisièmement plutôt, il faut adopter une navigation sécurisée, donc avoir une activité sur des sites de confiance, faire des achats sur des sites de confiance, et bien sûr des sites sécurisés en HTTPS, le fameux cadenas classique. Et pourtant, il y a toujours des sites qui proposent des versions en HTTP sans la sécurité derrière. Si vous êtes en déplacement, il faut éviter de se connecter sur des réseaux non maîtrisés, donc ça peut être un restaurant, un hôtel ou un aéroport, parce qu'un pirate peut du coup écouter toutes vos conversations sur le réseau et effectuer des attaques sur vos équipements ou sur vos données. Le mieux, c'est d'utiliser un VPN payant. Alors, payant, pas gratuit, parce que gratuit, niveau performance et sécurité, c'est pas vraiment le top. Plutôt un VPN payant, ça coûte pas très cher et vraiment, ça vous protège de ces attaques qui ne devraient pas arriver. Et puis aussi, pour votre vie privée, c'est pas mal aussi. Autre chose, le chiffrement et les sauvegardes. Il faut impérativement chiffrer tous vos supports de stockage, votre disque dur, vos clés USB, tout en fait. Parce que, alors, il existe des logiciels payants ou gratuits qui permettent de le faire. Si vous êtes sur Windows, il y a l'option activer BitLocker qui est déjà intégrée normalement, il me semble. Normalement, toutes les éditions de Windows permettent de le faire, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi c'est important? En cas de vol de votre portable, téléphone portable ou ordinateur portable, les données seront chiffrées. Ce sera alors très difficile pour un attaquant de déchiffrer le disque. Ce ne sera pas impossible, mais ça sera très difficile. Ou sinon, si votre ordinateur est cassé, vous l'emmenez dans une boutique de réparation. Si le disque n'est pas chiffré, le réparateur peut totalement accéder à vos données, pas besoin de mot de passe, récupérer vos données personnelles, vos données professionnelles, tout. Il peut faire ce qu'il veut. Donc vraiment, c'est quelque chose à activer par défaut sur tous vos équipements, téléphone, ordinateur, PC. De toute façon, le téléphone, c'est un ordinateur. Mais ouais, c'est la base. Il faut aussi effectuer des sauvegardes et les vérifier. Donc la règle généralement qu'on voit en entreprise, c'est effectuer trois copies, 3 sauvegardes en gros, les mettre sur 2 supports différents et mettre une sauvegarde hors site, donc par exemple le cloud. Quand je parle de supports différents, ça peut être une clé USB, ça peut être le cloud, ça peut être un disque dur, ça peut être un CD, bon ça se fait plus trop, ou sinon par bande aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font aussi pour les archives. Donc le chiffrement et la sauvegarde très important pour protéger ces données. En termes d'hygiène numérique et de nomadisme, il faut absolument séparer les usages personnels des usages professionnels. Généralement, il y a une charte informatique dans votre entreprise qui stipule bien le comportement à avoir. Elle a été pensée vraiment pour la sécurité, donc il faut vraiment la respecter. Il y a pas mal de dérives qui ont été faites à cause, durant le Covid avec le télétravail, des gens qui n'étaient pas préparés, qui ont eu des comportements pas recommandés et qui ont pu mettre à mal leur système d'information. Pareil, si vous faites du télétravail, il faut stocker les équipements verrouillés dans un espace sécurisé. Ça évitera de la casse, par exemple, ou un vol, ou que votre chat utilise votre ordinateur pendant votre absence et aille sur des sites malhonnêtes, suspects. Sinon, aussi, pour le nomadisme, les protections physiques, soit avec un antivol, soit avec des filtres de confidentialité qui permettent d'assombrir l'écran suivant l'angle qu'on
qu'on a face à l'écran. Très important, par exemple, dans les transports ou dans les cafés, peu importe. Et évidemment, pour protéger ces données, il faut avoir des solutions de sécurité. Le pare-feu, ben, il est intégré dans Windows, dans les systèmes d'exploitation. Il faut toujours qu'il soit activé et avoir une solution antivirale à jour. Je précise à jour parce que en avoir une, c'est bien, mais il faut qu'elle soit à jour, que ce soit plus efficace. De préférence, un antivirus payant. L'antivirus Windows Defender qui est gratuit dans Windows, il est bien, mais il est basique. Donc, si vous avez une utilisation basique vraiment saine, vous pouvez le garder, mais si vous effectuez pas mal de téléchargements et que vous possédez aussi pas mal de données personnelles ou confidentielles, vous pouvez passer sur un antivirus payant. C'est pas cher, je crois que c'est peut-être 60 € l'année. Voilà, il y a pas mal de prix et de promos. C'est indispensable. Et bien sûr, faire toutes les mises à jour, puisque il faut absolument avoir des logiciels à jour, parce qu'il y a des failles de sécurité qui sortent tous les jours. Souvent, le site de l'ANSSI, enfin de CERT.fr et la cybermalveillance.gouv rappellent aux usagers de mettre à jour leurs équipements. Pareil, par exemple pour Windows, tous les mardis, il y a le Patch Tuesday qui est une mise à jour avec un lot de correctifs de sécurité. Pas du tout attendre. Je crois que cette semaine aussi, il y a eu de grosses mises à jour pour des produits Apple qui permettaient, juste en naviguant sur une page internet, de se faire pirater. Donc voilà, il faut vraiment mettre à jour ses logiciels, son système, et avoir un antivirus à jour. Alors du coup, pour résumer, pour protéger ces données, il faut avoir vraiment une politique de mots de passe forte. Être sensibilisé face à l'hameçonnage, qui est le premier vecteur d'attaque. Avoir une navigation sécurisée. Faire ses sauvegardes et avoir des disques chiffrés. Et surtout, avoir une solution de sécurité à jour et activée. Du coup, maintenant la question, vu qu'on a vu comment protéger ces données, on peut se dire comment je fais pour protéger mon site internet. Lorsqu'on regarde sur internet, lorsqu'on tape cette question via un moteur de recherche, on a plusieurs réponses qui sont plus ou moins adaptées en fonction de notre site. Donc si on a un CMS, par exemple WordPress, on aura des réponses par rapport à celui-là. Si c'est un site développé en PHP, voilà, il y aura d'autres problématiques. Mais c'est bien, c'est des recommandations, mais elles sont, c'est pas une liste exhaustive. Et du coup, comment on fait pour protéger réellement? Le meilleur moyen, en fait, pour se protéger, c'est d'adopter la security by design. Donc, ça va être le fait d'intégrer la sécurité et la notion de risque dès le début du cycle de vie du projet informatique. Ça va permettre du coup d'adopter un développement sécurisé avec des règles de sécurité à mettre en place, des exigences de sécurité. Ça va du coup réduire drastiquement le nombre de failles de sécurité, puisqu'on les a anticipées bien en amont. Derrière, il y a un intérêt économique qui est énorme, puisque plus la question est répondue rapidement, plus on va avoir des gains financiers sur les attaques. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si on prend l'exemple de l'analogie avec les habitations, les risques, comment on appelle ça, les normes parasismiques, par exemple. Alors, je n'y connais pas du tout, hein, mais c'est pareil. Vaut mieux que l'habitation ait déjà pris en compte toutes les notions de sécurité parasismique plutôt que de le faire après. Je ne sais pas si c'est possible de le faire d'ailleurs, aucune idée, mais bon. Et donc, ça va coûter beaucoup plus cher de le faire après, de faire les ajustements parasismiques. Et s'il y a un risque, s'il y a une catastrophe qui se produit, ça va coûter encore plus cher.
Donc, pour cela, vaut mieux, la règle numéro 1, c'est d'intégrer la sécurité directement dès le début d'un projet informatique. Si vous fonctionnez en mode agile, il y a l'ANSI du coup qui a publié un guide pour donner des exemples de méthodes et d'outils pour l'intégrer. Donc, comment faire des user stories, voilà, comment réaliser les sprints, etc. avec la notion de sécurité. En fait, ça devrait être la base pour tous les projets en mode agile. Maintenant, on peut se dire, OK, il faut intégrer la sécurité, mais du coup, on se base sur quoi? Pour quelles règles de sécurité? Puisqu'on a vu, comme je vous l'ai dit, les règles de sécurité qui sont données sur Internet, généralement, ce ne sont pas des règles, c'est pas une liste exhaustive de moyens à mettre en œuvre. Donc pour cela, on peut se baser sur l'OWASP, qui est une organisation à but non lucratif, qui rassemble une communauté d'experts au travers le monde et qui met à disposition des outils et des recommandations pour la sécurisation des applications web. Elle est surtout connue, par exemple, pour son outil OWASP, qui est un scanner de vulnérabilité. OWASP Dependency Check, qui va vérifier que les dépendances utilisées dans le projet sont à jour et ne présentent pas de failles de sécurité. Et elle est aussi très connue par rapport à deux documentations qu'elle réalise. Donc, il y a l'OWASP Top 10 et l'OWASP ASVS. Donc, je vais vous parler tout de suite. Alors, l'OWASP Top 10, en fait, c'est un rapport de sensibilisation qui est effectué tous les 3-4 ans et qui expose les 10 risques les plus critiques sur le web. Donc, le dernier rapport, c'était du coup en 2021 et il présente la liste suivante. On peut voir par exemple que le principal risque, ça va être les contrôles d'accès défaillants. Donc, par exemple, un utilisateur aura le droit de réaliser des actions ou d'accéder à des ressources dont il n'est pas autorisé normalement. Il y a les défaillances cryptographiques. Surtout aussi les problèmes d'injection de code. Souvent, il est possible d'injecter du code JavaScript sur des pages web ou même du code SQL, faire des injections SQL pour modifier ou détruire une base de données. Donc voilà, il y a pas mal de failles qui sont mises en avant, qui sont recensées tous les 3-4 ans et présentées dans le top 10. Ce document est très bien, mais c'est un document de sensibilisation. C'est pas un standard, c'est pas un document, une liste d'exigences. Pourtant, c'est utilisé dans l'industrie comme un standard, alors que ce n'en est pas un. Donc, lorsqu'on va faire un développement, si on se base par rapport au top 10, on va couvrir le risque que d'une soixantaine, je crois, d'exigences, alors qu'il y en a plein d'autres. Donc, c'est un bien, mais c'est un document de sensibilisation. Il ne faut pas vraiment se baser dessus. Du coup, vu que c'est un document de sensibilisation, il est insuffisant pour faire conduire des tests, des développements sécurisés, en fait. Pour avoir un document, un référentiel vraiment efficace, il faut plutôt se tourner vers le deuxième document, qui est l'OWASP Application Security Verification Standard. Donc, il va présenter une liste d'exigences et de contrôles de sécurité à mettre en place dans votre projet informatique. C'est utilisé du coup en tant que guide et standard pour le développement et la conception d'une application. Et du coup, ça aide vraiment à développer et à maintenir des applications sécurisées. Si on fait un audit, par exemple, sur un audit de code ou un audit d'un test d'intrusion ou un audit de vulnérabilité, on pourra se baser sur ça, sur le référentiel qui a été créé par des experts mondiaux de la sécurité et lister point par point si l'application, la fonctionnalité de l'application respecte l'exigence en question. Donc, elle définit 3 niveaux. On va avoir le niveau 1 qui est vraiment le strict minimum
pour une application basique, vraiment basique, qui n'a pas de données personnelles, rien du tout. Il y a environ 130 contrôles à effectuer, à checker, dont du coup les contrôles qui sont réalisés dans l'OASP Top 10. Mais c'est vraiment le strict minimum à avoir. Ce qui est recommandé par l'OASP, c'est le niveau 2. Il y a 130 contrôles supplémentaires, donc 260. 260 contrôles à effectuer sur l'application ou pas, ça dépend si l'application contient la fonctionnalité en question. Et c'est surtout pour les applications aussi qui traitent des données personnelles. C'est vraiment la base. Normalement, tout le monde devrait avoir ça. Si vous avez une application qui traite des données personnelles, pour être aux normes, il faudrait avoir le niveau 2. En tout cas, se rapprocher au maximum de ce niveau. On a aussi le niveau 3, du coup, c'est le niveau avancé avec 20 contrôles supplémentaires environ. Et là, c'est plus à destination des applications bancaires, militaires, des infrastructures critiques, etc. Donc, on n'est pas vraiment concerné. Alors, lorsqu'on remplit le document, j'ai mis un petit lien sur GitHub qui est pas mal celui-là. C'est un fichier Excel. On voit que le document est catégorisé en 14 parties, donc de l'architecture, l'authentification, traitement des erreurs, etc. Ça permet du coup, au fur et à mesure du remplissage des exigences et du test aussi, puisque c'est aussi un document de vérification, on va pouvoir mesurer un peu notre niveau, mesurer notre sécurité, en fait, la sécurité de notre application, voir un peu où on se situe. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a un super traitement des erreurs, mais le niveau cryptographique, c'est pas encore ça. Dans le document, du coup, on aura quelque chose de ce genre. Donc, là, c'est un exemple pour le traitement des erreurs. On aura du coup une ligne qui va définir du coup la vérification à appliquer et le niveau nécessaire pour l'atteindre. En fait. Donc ici, les deux premières, c'est totalement obligatoire si on veut avoir le niveau 1, par exemple. Et les deux autres, c'est plutôt pour le niveau 2 et le niveau 3. Si on l'applique du coup à un site internet qui aurait plusieurs fonctionnalités. Donc j'ai pris un site au hasard, j'ai dit bon, il y a un site qui a une possibilité de publier des commentaires, faire une recherche, s'inscrire, etc. On peut mettre en face du coup les exigences. Donc, par exemple, pour les commentaires, on peut se dire ok, j'ai une section commentaires, il faudra que je gère les contrôles d'accès, ne pas que des personnes publient un commentaire à la place d'un autre utilisateur. Il y aura la vérification des données. Tout ce que l'utilisateur va saisir, il faudra les traiter pour éviter les ingestion de code, par exemple. Et la logique métier, ça peut être est-ce que tout le monde peut publier un commentaire. Enfin, c'est vraiment c'est plutôt un cas qu'on voit, par exemple, pour le mot de passe oublié, par exemple. Est-ce que c'est une logique métier, en fait. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'est plus inscrit sur le site, qui s'est désinscrit, peut quand même utiliser la fonction de mot de passe oublié? Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être testées aussi. Enfin, il faut voir, en fait, sur le guide plus en détail. Donc là, par exemple, si je prends la vérification des données, l'exigence. Dans le document, on aura, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, on aura un document qui va lister du coup les points de contrôle à mettre en place et qui va nous donner un lien de redirection vers des ressources. Donc là, par exemple, on voit que ça nous montre que cette vulnérabilité faisait partie aussi de l'OASP Top 10 de 2017 et qu'on peut voir du coup comment prévenir ce type d'attaque par injection ou les cross-site scripting. Donc c'est pareil, c'est l'injection de code JavaScript cette fois-ci. Il y a d'autres références ici.
qui vont nous rediriger vers des cheat sheets pour aussi, du coup, nous prévenir ce risque d'attaque et avoir du coup tout un tas d'éléments pour contrer ces attaques. On peut voir qu'il y a pas mal d'autres catégories. En cas de file upload, donc l'envoi de fichiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels contrôles qu'il faut mettre en place? Les attaques par déni de service, donc comment on s'en protège, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Le mot de passe oublié, voilà, une bonne pratique à avoir. Donc là, vraiment, ça va être un document de référence vraiment sur lequel on peut se baser, plutôt que sur des réponses une réponse sur Internet qu'on aurait, mais qui serait limitée. Ici, on a vraiment une bible, on va dire, avec toutes les bonnes pratiques à avoir et les recommandations. Ça va nous permettre aussi après de tester ces vulnérabilités. Parce qu'on a mis en place du coup toutes ces contre-mesures, on pourra les tester. Voir du coup, ok, j'ai mis en place, j'ai suivi le guide de prévention des attaques par injection de code JavaScript. Comment je fais pour le tester? Du coup, je peux regarder sur ce guide et tester pour mon environnement. Par exemple, pour mon application Angular, je peux regarder un exemple de test à effectuer, etc. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour avoir vraiment une sécurité en fait de bout en bout, du début du cycle de développement jusqu'au test et à la livraison. Et il faut du coup adopter vraiment un codage sécurisé, vraiment un esprit de codage sécurisé. Avoir une sensibilisation au niveau cyber de l'équipe projet. Moi, dans mon ancienne expérience de développeur, déjà dans mes formations ou dans ce que j'ai appris, j'ai jamais eu de cours sur la sécurité. Enfin, la cybersécurité existe depuis un moment. Jamais eu de notion de ça. C'est vraiment parce que je suis passionné que j'ai découvert que voilà, il y avait pas mal de failles de sécurité, pas mal de moyens pour attaquer une entreprise ou faire tomber une application. Et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je code d'une façon qui n'est pas du tout sécurisée depuis un moment. Ça, du coup, il faut vraiment mettre en place des règles de codage de sécurité dès la conception, en fait. Réfléchir à tout ça pour que les développeurs après puissent les suivre et les respecter. Autre moyen aussi de faire du codage sécurisé, il y aura moyen de faire des scans de dépendance ou d'utiliser des outils d'analyse statique de code. Il y a par exemple Snyk, ou je crois GitHub le permet aussi gratuitement, GitLab aussi, et SonarQube, qui sont des outils qui vont du coup être intégrables dans l'IDE, dans l'environnement de développement du développeur, et lui dire, attention, la fonction que tu utilises, elle n'est pas du tout sécurisée. Voilà pourquoi. Ou bien, attention, votre dépendance est obsolète depuis 2016, veuillez utiliser une autre dépendance, etc. Donc vraiment, il y a des outils aussi pour assister le développeur pour réaliser un codage sécurisé. Autre moyen pour sécuriser son site, donc là, ça va être plutôt dès le déploiement ou lors des tests, il faudra réaliser par exemple des audits de sécurité. Il faudra qu'ils soient réguliers, parce que les failles de sécurité, il y en a tous les jours. Et tester constamment en fait, la sécurité de votre application. Donc ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, semestriellement ou annuellement, par exemple. Ça va dépendre aussi de votre développement. Si vous faites souvent des mises à jour, des nouvelles versions, il faudra essayer de les tester le plus rapidement possible avant que ce soit un pirate qui puisse la tester réellement, votre nouvelle fonctionnalité. Du coup, si je devrais résumer cette question de comment protéger son site, je dirais qu'il faut du coup, le meilleur moyen, c'est d'intégrer la sécurité dès la conception. Vraiment, c'est prendre en compte tout ça dès le début, pas attendre que le site soit mis en ligne pour tester la sécurité ou faire les ajustements. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut coûter très cher.
Donc si vous pouvez le faire en amont, il faut le faire. Pour réaliser les tests, pour utiliser un référentiel approuvé par la communauté, approuvé, reconnu mondialement en tout cas. Donc, vous pouvez utiliser le WASP Top 10, mais c'est pas un référentiel, c'est pas fait pour. Vaut mieux, ça va être une bonne base, un bon début, c'est mieux que rien, mais c'est pas un référentiel. Donc, il faut vraiment utiliser l'autre référentiel, la SVS. Pour sécuriser son site, du coup, avoir un codage sécurisé, vraiment, et tester son site régulièrement. Lorsqu'il est livré, les composants ils deviennent obsolètes et les attaques elles évoluent aussi. Donc il faut vraiment suivre les évolutions des attaques et rester à jour le plus longtemps possible. Maintenant, du coup, on peut se demander, ok, je sais comment protéger mes données, comment protéger mon site, mais comment je fais pour protéger mes serveurs? Eh bien là, c'est pareil, il faut avoir une bonne politique de mise à jour des serveurs. Donc les tenir à jour. Souvent, trop souvent d'ailleurs, les serveurs ne sont pas à jour. Les serveurs sur lesquels je tombe, ils ne sont pas du tout à jour. Ils ont des failles de sécurité très importantes qui datent il y a plus de 3 ans, qui sont utilisées lors de campagnes d'attaques de groupes de cybercriminels. Donc c'est vraiment, ça peut leur tomber dessus n'importe quand, mais il faut avoir une procédure en fait qui va définir combien de fois par mois je vais vérifier la sécurité de mon serveur, comment je la mets en place, cette mise à jour, la procédure du coup, comment je mets en place, est-ce que j'arrête mes services, est-ce que je teste avant son environnement de développement, de pré-prod. Bref, il faut vraiment définir une procédure pour la mise à jour des serveurs et surtout faire de la veille cyber. Donc là, par exemple, le CERT-FR, il publie régulièrement les menaces et les incidents qui surviennent dans le monde. Donc il faut rester en alerte sur ces alertes que font les différents organismes, dont le CERT, mais aussi des alertes de sécurité. Donc là, dernièrement, c'était le 3 février, il y a eu une grosse campagne d'exploitation qui touchait un hyperviseur VMware. En fait, ça a touché principalement les serveurs français. Dans tout le monde, la cible principale, c'était les serveurs français. Donc tout ça, voilà, il faut rester en alerte sur ce site. C'est gratuit, on peut s'abonner directement au flux RSS, ouais, mais aussi faire une veille auprès des équipements que vous utilisez, équipements ou logiciels. Par exemple, si vous utilisez des extensions sur votre site ou des composants, des frameworks, s'abonner au release note pour voir si vraiment la mise à jour, si les nouvelles versions qui sortent corrigent des failles de sécurité et si ces failles vous concernent ou pas. Donc voilà, il faut vraiment avoir une veille cyber pour protéger ces serveurs et ces composants. Autre moyen très efficace, c'est réduire la surface d'attaque. Plus l'attaquant a de choix d'entrée, plus il aura de chances de rentrer sur votre système. Donc si vous n'utilisez pas des services sur votre serveur, donc il faut totalement les désactiver ou les supprimer. Ça ne sert à rien qui tournent sur votre serveur s'ils ne sont pas utilisés. Si vous exposez des ports, il faut exposer uniquement les ports nécessaires au fonctionnement du service que vous délivrez. Par exemple, si vous exposez votre base de données, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque la base de données est utilisée en local par votre site, mais elle n'est pas à destination des personnes extérieures. Donc, il faut absolument revoir les règles du pare-feu et n'exposer uniquement les ports nécessaires au service délivré. Autre chose aussi, le cloisonnement système et réseau, système et applicatif. Il faut cloisonner au maximum. Parce que souvent, ce qui est fait, c'est des attaques par rebond. Donc, on
on va pirater un système, une messagerie par exemple, et grâce à la messagerie, on va rebondir sur, sur le réseau interne en fait de l'entreprise. Donc vraiment cloisonner et voilà, laisser aucune chance à l'attaquant de rebondir plus loin du lieu où il se trouve en fait. Autre point qui est très important aussi, on appelle ça aussi la sécurité par l'obscurité, c'est supprimer les informations des services. Par exemple, les versions des services qui tournent, les versions des logiciels. Il ne faut pas donner d'indice en fait de version aux pirates. Par exemple, si il y a un message d'erreur qui s'affiche et qu'on peut voir la version du service en fait, de l'application, ça va donner des indices à l'attaquant pour créer un code malveillant, pour exploiter cette vulnérabilité, savoir si le service en question est vulnérable, ou suivre l'évolution même du service. Peut-être qu'aujourd'hui, Apache, j'ai mis un exemple, hein, Apache 2.4 est sécurisé, mais je garde en tête voilà, que telle entreprise a tel service en 2.4, et lorsqu'il y aura une faille sur ce service-là, je saurai que telle entreprise avait un service de cette version, et donc je pourrais l'exploiter en fait, le pirater. Autre point, ça va être l'administration sécurisée. Si vous administrez vos serveurs via SSH, il faut absolument utiliser une authentification par clé SSH avec un mot de passe robuste. Trop souvent, l'administration via SSH se fait uniquement par mot de passe. C'est totalement suffisant, comme on a pu le voir avant. En cas de vol de données, c'est trop tard. Le pirate aura accès directement à votre serveur. Par contre, s'il lui faut, en plus de ça, la clé privée, il ne pourra pas du coup se connecter, acheter des données volées et se connecter sur votre serveur. Donc, vraiment, connexion avec une clé SSH et mot de passe robuste. Il faut appliquer le principe du moindre privilège. Du coup, un utilisateur ne doit pas avoir plus de droits qu'il ne doit l'avoir. Donc, un administrateur doit avoir les droits administrateurs, mais un utilisateur lambda ne doit pas du tout avoir le droit. Il ne doit pas non plus avoir le droit de lister des dossiers ou des documents sur le système. Il faut vraiment qu'il soit limité qu'à de la lecture, pas d'écriture, rien du tout. Le moindre privilège, la base, basique. Bien sûr, il faut sensibiliser les collaborateurs à adopter une administration sécurisée pour avoir les bonnes pratiques, qui soient regardant dessus, sur les mots de passe utilisés, leurs pratiques, ne pas mélanger le professionnel et le personnel, comme on a vu bien avant. Si possible aussi, utiliser un poste dédié pour les tâches d'administration. On peut utiliser une machine virtuelle, mais ce n'est pas du tout conseillé parce que c'est aussi atteint, surtout si la machine virtuelle partage le même réseau que la machine d'hôte, enfin la machine principale, ou partage un dossier avec cette machine. Donc vraiment, si possible, utiliser un poste dédié. Et dernier point, sécuriser l'accès physique. Si vous avez, par exemple, une entreprise, un local, avec une salle serveur ou pas d'ailleurs, il faut restreindre les ports, les prises réseau. Restreindre aussi les ports USB. En fait, il faut vraiment avoir une politique de restriction. Donner le moindre privilège, autoriser vraiment que des accès autorisés. Voilà. Identifier, valider, tout ce que vous voulez. Pour protéger ces serveurs, on peut aussi bloquer des outils de blocage d'IP. Par exemple, il y a Fade2Ban qui permet de bloquer une IP si le système découvre que il y a trop de tentatives de connexion sur un service SSH par exemple. Il va bloquer l'adresse IP directement. Donc c'est très efficace, simple à mettre en place, c'est vraiment quelque chose à avoir. Il y a d'autres services, comme des services anti-DDoS. Donc le DDoS, c'est déni
des nids de service distribués. Ça va être surcharger un serveur pour, euh, pour ne, qu'il puisse plus répondre en fait aux demandes. C'est un peu ce qui s'est passé avec le site de la CTM qui est tombé, il y avait trop de demandes, etc. Enfin bref, il y a des outils sont, qui existent pour contrer ces attaques par DDoS. Ils sont ici, par exemple, il y a le mode security, Cloudflare, par exemple, qui peuvent aider à mettre en place cette, ces solutions de sécurité. Il y a aussi le WASP qui a créé des règles de sécurité pour détecter un tas d'attaques, attaques par injection, etc. Euh, donc, on va vraiment avoir des outils pour bloquer les attaques. Et bien entendu, un antivirus, si vous utilisez, si vous avez par exemple une messagerie, pour que les pièces jointes ou autres documents qui sont envoyés puissent être scannés à la recherche de fichiers malveillants, de charges virales malveillantes. On peut aussi détecter les intrusions avec plusieurs systèmes, donc de détection, de prévention. C'est très bien, mais par contre, c'est lourd à mettre en place. Il faut vraiment avoir un suivi derrière de maintenance, de mise à jour, de création de règles, etc. Donc pour une petite entreprise ou même une moyenne, ça va être pas forcément utile. Ça dépend ce que l'entreprise traite derrière comme information, mais il existe des systèmes en tout cas qui font très bien le job, ou aussi des systèmes de supervision des événements. Mais pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse les analyser, euh, voir si ce sont des faux positifs ou non, etc. Donc il y a quand même un boulot derrière. Mais en tout cas, ça existe. Il y a des entreprises qui proposent ces services et des outils gratuits comme Suricata ou Snort qui permettent de le faire. Et dernier point, du coup, le meilleur moyen aussi, c'est pour protéger ces serveurs, c'est d'anticiper en fait le risque, le prévenir et le guérir. Toujours effectuer des sauvegardes, les vérifier, toujours les vérifier, parce que bon, c'est bien de sauvegarder, mais si elles sont corrompues, ça ne sert un peu à rien. Très important aussi le plan de continuité d'activité. En gros, si on se fait attaquer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en mode dégradé? Est-ce qu'on arrête totalement l'activité ou on continue en mode dégradé, on retourne en format papier, etc. Voilà, il faut avoir un plan derrière en cas d'attaque. Et il y a aussi le plan de reprise d'activité qui, lui, par contre, va jouer en fait lorsque, pour reprendre l'activité comme son nom l'indique, après une cyberattaque. Donc, c'est quoi le plan, les procédures à avoir? Est-ce qu'on isole le système qui a été corrompu? Est-ce qu'on fait des cloisonnements? Enfin voilà, il y a vraiment une stratégie derrière à avoir pour, pour prévenir et anticiper en fait le risque cyber. Et pareil que pour votre site internet, il y a des audits de sécurité à effectuer régulièrement sur le site. Souvent, l'architecture peut évoluer ou les composants devenir obsolètes. Donc, il faut absolument avoir un œil sur sa sécurité, sur toute sa surface d'attaque, tout l'écosystème, voir en fait, est-ce que est-ce que les données de l'entreprise figurent sur le darknet? Est-ce que vous êtes déjà figuré en fait dans une base de données d'identifiants leakés, comme je vous ai, enfin, on dit ça en français, exposé? Bref, il y a tout un tas de choses à vérifier constamment et ça se traduit par des audits de sécurité réguliers. Donc, si je devais résumer, ce serait ces points-là, en fait, pour sécuriser un serveur, faire les mises à jour, toujours faire les mises à jour, regarder si la mise à jour est nécessaire ou non. Il y en a qui ne seraient pas nécessaires, mais si le correctif de sécurité est là, il faut l'appliquer avec une procédure bien détaillée. Réduire la surface d'attaque pour donner moins de possibilités à l'attaquant de s'introduire par une autre porte. Administrer vos serveurs de façon sécurisée. Bloquer les attaques, les détecter si possible, et bien sûr anticiper et prévenir. Si possible, de guérir aussi. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté.
discuter. J'espère que je vous ai pas perdu, que vous avez bien entendu. Je crois que mon micro était un peu bas. Pas si niveau temps, je suis bon non plus. J'ai parlé un peu vite, mais bon. En tout cas, je suis joignable sur LinkedIn, Mathurotique, et aussi sur mon site internet, expertintrusion.fr, sur la partie contact. Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Du coup, moi, je fais des audits de vulnérabilité et des tests d'intrusion. Donc, du coup, tout ce que j'ai présenté, en fait, je le fais. Donc, ça va sur l'intégration sur la sécurisation des sites internet avec les audits de scan, les audits de sécurité. Euh, Côté serveur, pareil, les audits de sécurité. Mais aussi, j'accompagne les entreprises pour mettre en place une politique de sécurité. Donc, ça va être, par exemple, quand je vous ai expliqué l'intégration de la sécurité dans les projets. Ça aussi, je suis capable de le faire pour définir avec l'équipe métier les exigences de sécurité qu'il faut mettre en place, conseiller sur les outils, en tout cas, d'analyse statique de code, etc. Enfin, voilà, sur tout ce que j'ai présenté, je suis capable de répondre à, à ce besoin, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, que j'en parle, parce que c'est quelque chose que je fais et que je maîtrise, en fait, et qui fonctionne. Vraiment, c'est la bonne pratique à avoir, c'est ça. Développement sécurisé, administration sécurisée, mise à jour, audit régulier. C'est la base, en fait, pour sécuriser. Euh, je vais regarder les questions, du coup, sur mon téléphone. Wow, je suis très sombre. Je pense que personne n'a vu mon visage, en fait. Alors, ah, ok, génial, nickel. Alors, hop, merci à Ronnie, Xavier, tout ça, pour avoir envoyé des liens. Alors, question micro impeccable. Laura HD, y a-t-il. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le temps d'ailleurs pour répondre aux questions ici ou il vaut mieux aller sur mon salon. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Enfin, est-ce que j'ai le temps? Ok, d'accord. Alors, Laura, j'avais une question, Laura. Y a-t-il des outils qui effectuent des outils de sécurité ou il faut passer par une agence? Euh, Il y a des outils qui existent, des outils en ligne, des services que proposent les entreprises. Alors, déjà, il y a des outils gratuits pour le faire. Par contre, il faut du coup avoir la compétence pour comprendre les audits, les rapports qui sont générés. Et ces audits de sécurité qui sont effectués, généralement, ils se basent sur le WASP Top 10, donc ne vont pas couvrir toutes les recommandations de sécurité. Il y a des outils qui existent gratuitement. Il y a des outils payants aussi qui existent. Mais le mieux, c'est de passer par une agence, en fait, parce que vous pourrez vraiment calibrer l'audit de sécurité sur vos besoins et pas juste lancer un scan de vulnérabilité sur tout et être noyé d'informations qui sont souvent des faux positifs ou pas du tout importants, en fait. Parce que derrière, il faudra faire une priorisation, euh, vraiment analyser le rapport en fonction de votre risque. Donc oui, il existe des outils. Est-ce que quelqu'un de mes noms? Il y a Nessus, par exemple, qui existe. Il y a, comme les présenté, OWASP Zap. Euh, il y a un autre outil, je ne sais plus du tout le nom. Mais il y a des outils, ouais, qui existent pour scanner le web, en tout cas. Acunetix aussi, mais ça, c'est payant. Euh, voilà. Mon présentation, merci. Merci, Ronnie. De rien, Rubadob.
Ouais, vaut mieux, ouais, il faut vraiment pas donner d'indices, de version des composants qu'on utilise, heu, sur les services exposés ou sur les messages d'erreur. C'est encore pire si le mode, debug est toujours activé. Avec plaisir, Laura. Si tu veux d'autres réponses ou d'autres liens, tu peux venir en privé ou sur le salon. Ça, Xavier, c'est pour nous rappeler qu'on peut trouver du travail dans d'autres domaines. Ouais. En fait, ouais, la cybersécurité, vraiment, il faut l'intégrer dans les projets et que les développeurs soient conscients de ça et vraiment un développement sécurisé. C'est pas du tout le cas, généralement. Ils reposent, généralement que sur les frameworks qui sont plus ou moins sécurisés. Il y a des bonnes pratiques à avoir et des vérifications surtout à effectuer pour être sûr, voilà, qu'on est bien sécurisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Je vais attendre encore un peu. Alors, est-ce que c'est réel? J'ai jamais vu, je sais pas si c'est encore réel, mais c'est impressionnant, hein. Bah, je vais laisser la parole au suivant, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est toi d'ailleurs, Xavier. Si tu es prêt, bah, je peux te laisser la parole ou on peut continuer ça. Ah, il est super pressé. Ok, bah, vas-y, je te laisse la place, Xavier. Et encore merci à tous d'avoir suivi la présentation. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je publie souvent, je republie en tout cas souvent des alertes de sécurité, donc ça peut toujours servir. Et à bientôt. Merci.